Bonsoir et bienvenue dans Questions d'actu. C'est certainement l'une des questions que tout le monde se pose à propos de la Turquie. Recep Tayyip Erdogan se maintiendra-t-il au pouvoir à l'issue de la présidentielle de ce dimanche 14 mai après 20 ans de règne? À moins de 3 jours de cette échéance électorale qui pourrait faire basculer le destin de la Turquie, le chef de l'AKP ne semble pas vraiment assuré de remplir pour un troisième mandat à la tête d'un pays polarisé, divisé et qui célèbre cette année le centenaire de sa création. Quelles sont les principales tendances de ces élections de dimanche en Turquie? Quelle chance pour Erdogan ou pour l'opposition de les remporter? Qu'est-ce qui fragilise Erdogan dans ces élections? Comment va la Turquie et surtout, quelle direction attend le pays à l'issue de ces élections? Autant de questions que nous allons évoquer dans Questions d'actu avec nos invités. Il s'agit de Nabil Adel, il est directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie à l'ESK, École de Management de Casablanca. Bonsoir. Bonsoir. Mohamed Badine El Yatoui est professeur de relations internationales et directeur du master en diplomatie à l'université américaine de Dubaï aux Émirats arabes unis. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, toutes ces questions que je viens d'évoquer tout de suite vont être abordées et c'est tout de suite. Alors, avant d'évoquer tout cela, une info qui est survenue en ce jour, c'est la démission d'un des 4 candidats à cette élection. Il s'agit de Muharrem Ince, le chef de Mamleket, du parti Mamleket, qui a annoncé sa démission. Selon lui, c'est une manière de favoriser le candidat le plus à même de battre Erdogan lors de ces élections. Donc, c'est l'information du jour. Muharrem Ince qui était crédité de 2,2% des sondages. Alors, je commence par Nabil Ader. Est-ce que ce sont là des élections qui annoncent un tournant pour la Turquie? Nabil Adel. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis les 20 ans de règne d'Erdogan en maître absolu sur la Turquie, qu'il est réellement en difficulté. On n'a jamais vu dans cette situation. C'est quelqu'un qui a toujours pris le pouvoir avec lui là où il est parti, depuis qu'il était maire d'Istanbul. Ensuite, il est devenu Premier ministre, ensuite le président de la République. Et pendant toutes ces années au pouvoir, c'est quelqu'un qui est toujours cristallisé le pouvoir à la Turquie. Je pense que sur les 100 dernières années, les 2 figures emblématiques de la Turquie ont été sans doute Kemal Atatürk et Tayyip Erdogan. Aujourd'hui, effectivement, après 20 ans de règne, c'est une ambiance de fin qu'on constate, même au-delà de l'opinion publique turque. C'est le personnage lui-même qui semble fatigué, on le voit dans les médias, il semble fatigué, le pouvoir accuse. Et je pense que c'est une première en Turquie. Il est en train de jouer sa réélection. Alors, autant il a joui d'une popularité considérable depuis son arrivée au pouvoir, et pour cause, il a un bilan économique et une aura qu'il a permis à la Turquie, qui nous permet d'avoir cette notoriété, cette crédibilité. Mais après 20 ans de pouvoir, les réflexes se tétanisent. Il y a une lassitude même de la part de celui qui l'exerce, et demander à tous ceux qui ont eu de longues périodes au pouvoir. Et aujourd'hui, effectivement, nous sentons cette fin de guerre, cette fin de règne. C'est quelqu'un qui est ballotté dans les sondages, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. C'est quelqu'un qui, malgré les 20 ans de règne, semble en vouloir. Il veut continuer
à écrire le destin de l'histoire de la Turquie. Et je pense que ça va être... On évoquera l'ensemble de ces points. Je mets juste le cap sur Dubaï pour donner la parole au professeur El Yatoui. Alors, est-ce que par rapport à ce que font ressortir les sondages, on assiste cette fois à une réelle probabilité de voir le pouvoir changer de camp en Turquie? Oui, bien sûr, sans aucun doute, c'est la fois où Recep Tayyip Erdogan et l'AKP sont le plus en difficulté depuis leur première élection, leur arrivée au pouvoir en novembre 2002. Depuis, ils avaient enchaîné les très bons résultats sur législatives ou bien au présidentiel, peut-être à part juin 2015 où il leur manquait la majorité absolue. Et là, on voit vraiment la probabilité, depuis qu'il y a l'élection présidentielle en tout cas, la forte probabilité d'un second tour. Et en 2014 et en 2018, lors des premières présidentielles, le président Erdogan avait été élu puis réélu au premier tour. Et donc ça, c'est une vraie différence. Cette fois, on a une opposition qui s'est unie. On le voit encore plus maintenant avec le fait que M. Ince est renoncé aujourd'hui. Donc on n'a plus qu'un seul petit candidat, Sinan Oğan. Et ça, c'est une vraie difficulté pour Erdogan, puisqu'au second tour, il va avoir beaucoup de mal à rassembler derrière lui s'il y a un second tour. Donc ça, c'est une véritable question qui se pose pour l'AKP et pour Erdogan. Et bien sûr, on a aussi la probabilité que personne ne voit venir d'avoir un président issu d'une des alliances et une majorité parlementaire d'une autre alliance. Ça, c'est aussi un autre scénario que l'on pourra avoir pour la première fois. Donc c'est une élection historique puisqu'on fête les 100 ans de la République turque, et c'est aussi une élection historique puisqu'on pourrait voir l'AKP perdre l'une des deux institutions exécutives ou législatives après cette élection. Donc c'est vraiment historique et très très serré. Alors, mais c'est historique comme vous le dites, mais est-ce l'usure du pouvoir que l'on évoquait tout à l'heure seulement, ou est-ce un bilan économique qui n'est plus ce qu'il était auparavant et qui faisait la force d'Erdogan? Sans aucun doute, on a une usure de pouvoir après 20 ans d'exercice, on a une crise économique et une mauvaise gestion, que ce soit de la monnaie ou de l'inflation, et on a ces problématiques-là qui existent maintenant depuis plusieurs années en Turquie. On a une nouvelle génération qui va voter pour la première fois, des gens qui n'ont connu qu'Erdogan au pouvoir. On a aussi une alliance un peu originale, faite de bric et de broc, si vous permettez l'expression, avec 6 partis qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, avec 2 partis de ces 6, on en a 2 qui sont des dissidents de l'AKP, M. Davutoğlu qui a été Premier ministre et M. Babacan qui était ministre de l'économie. On a le CHP historique qui est un parti kémaliste qui s'allie avec le Saadet Parti qui est un parti issu de l'islam politique. On a un parti social-démocrate au milieu de tout ça, et on a le HDP qui soutient en sous-main le HDP pro-kurde. Donc c'est vraiment une alliance qui est très hétérogène, qui n'a qu'un seul but, c'est de faire tomber Erdogan. Ça ressemble plus à un référendum anti-Erdogan qu'à une élection présidentielle. Et là où le candidat Erdogan est en train d'appuyer, c'est de dire qu'en fait le pays sera ingouvernable puisqu'ils ne sont d'accord sur rien. Et ça va être très intéressant à suivre. Justement, vous parlez de cette alliance donc de l'opposition. Je reviens vers Casablanca pour retrouver Nabil, à qui l'on va demander quelle est justement on sait que l'union fait la force, c'est l'une des forces de cette opposition. Mais au-delà, qu'est-ce qui fait que cette fois-ci l'opposition semble tenir le bon bout? Est-ce plus du côté des faiblesses d'Erdogan ou plutôt des forces de cette opposition-là? Écoutez, l'union fait la force, mais ne fait pas la victoire. Il faut savoir, aujourd'hui, les dés sont loin d'être jetés. Effectivement, Erdogan a montré qu'il était un véritable animal politique. Et donc, il a cette capacité à faire retourner la situation en sa faveur. On l'a vu à plusieurs reprises. Il a changé de cap très rapidement pour s'adapter à une nouvelle situation. Et c'est ce qui explique le secret de sa longévité. Si on prend le Erdogan de 2002, qui était arrivé au pouvoir dans une Turquie encore dominée par les militaires, et comment il a réussi progressivement, en faisant jouer la carte de l'Europe, à affaiblir l'institution militaire, à carrément
on arrêtait les principaux leaders, et puis progressivement, il a pris le dessus, transformant la Turquie quand son mandat en tant que Premier ministre allait s'achever. Donc, il a changé les règles du jeu pour transformer la Turquie en régime présidentiel, ce qui lui a permis encore de briguer d'autres mandats. Donc, il y a cette capacité à lire les enjeux politiques du moment et à bien en tirer profit. Donc, aujourd'hui, effectivement, il semble dans une position de faiblesse relative, mais encore une fois, les sondages ne donnent pas un grand écart entre les deux candidats. Donc, on est toujours dans la marge d'erreur. Effectivement, cette fois-ci, l'opposition semble en vouloir plus qu'auparavant. Mais cela dit, il y a toujours les hésitants. Et puis, n'oublions pas, les partis qui ont ce fond idéologique, ils ont une forte capacité de mobilisation. Alors. Et la CAP fait partie de ce genre de parti. Donc, aujourd'hui, effectivement, il a un bilan qui commence à battre de l'aile, un bilan économique qui commence à battre de l'aile, mais attention, quand on prend dans la durée, c'est quelqu'un qui a pris la Turquie quand le PIB par habitant faisait moins de 6 000 $. Aujourd'hui, il est à 13 000 $. Et comme vous savez qu'on est compté un pays riche à partir de 12 000 $ par habitant par an. Donc, Erdogan a pris la Turquie qui était dans les pays à revenus moyens catégorie supérieure pour les emmener vers les pays développés, les pays riches. Et puis, depuis une dizaine d'années au moins, il est devenu un acteur clé dans la région de l'Est de l'Europe. Et puis surtout, on a vu qu'il avait cette capacité à parler aussi bien à la Russie de Vladimir Poutine qu'à l'OTAN et faire la jonction entre les deux en jouant sur les contradictions des uns et des autres. Donc, aujourd'hui, c'est une figure que le successeur aura du mal à remplacer facilement. Et peut-être, dans l'isoloir, les gens voudront faire le vote de sécurité plutôt que d'ouvrir le pays sur d'autres inconnus. Donc aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup de variables. Oui, vous parliez tout à l'heure de ces sondages. Je rappelle que selon les derniers sondages publiés par l'Institut turc Konda, alors Erdogan vient après donc Kılıç Daroğlu qui est crédité de 49,3%, alors que Erdogan en est pour le moment à 43%. Donc, si ces sondages se confirment, on risque d'avoir en tout cas un changement majeur en Turquie. Alors, professeur Eliatui, il y a quand même quelque chose qui paraît un peu paradoxal dans ces élections. Comme le disait Adel, la Turquie a été rendue, a intégré le club des pays les plus riches grâce à Erdogan, grâce à la gouvernance d'Erdogan. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on semble vouloir mettre un trait sur tout ce bilan pendant toutes ces années? Qu'est-ce qui l'explique? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs sociopolitiques qui fragilisent le bilan d'Erdogan? Vous savez, il y a plusieurs Erdogan. C'est-à-dire que le Erdogan qui est arrivé au pouvoir en 2002-2003 et qui a mené la Turquie, à ce qu'a très bien expliqué mon collègue, le professeur Adel, à des niveaux de croissance qui étaient juste incroyables, à un niveau de développement économique très rapide, des projets d'infrastructure aussi impressionnants. Il y a eu une deuxième partie, c'est-à-dire qu'il y a eu à partir de 2012-2013, il y a eu une troisième victoire aux législatives de 2011, et 2012-2013, il y a eu les premières contestations, il y a eu Gezi, le parc Gezi en 2013, il y a eu la tentative de coup d'État en 2016 qui a été avortée, il y a eu la réforme constitutionnelle de 2017, l'introduction de l'élection présidentielle en 2014. Donc, on a eu une suite d'éléments qui ont fait que Recep Tayyip Erdogan a commencé à concentrer le pouvoir. Et à ce moment-là, une partie même de sa base électorale, sans parler bien sûr de la déception économique sur les 5-6 dernières années, il y a une partie de son socle électoral qui s'est détachée car ils étaient en faveur, on va dire, d'un système beaucoup plus parlementaire, beaucoup plus basé sur la discussion et la négociation. Même si la Turquie de l'après-guerre, d'après Deuxième Guerre mondiale, était un parlementarisme un peu spécial. On parlait de constitutionnalisme sécuritaire, puisqu'on avait un système parlementaire, mais avec une armée qui disait ce que le gouvernement et le Parlement avaient le droit de dire et ne pas dire, faire ou ne pas faire. Erdogan a fait sauter ça lors de la première décennie au pouvoir,
on va dire 2003-2013, et il a remis en place une nouvelle forme de démocratie contrôlée. Certains parlent de démocratie libérale, ses opposants parlent de véritable régime autoritaire. Donc on laissera les Turcs juger, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a une concentration des pouvoirs qui a même commencé à déplaire à certaines personnes de l'AKP, comme Davutoğlu et Babacan, qui ont quitté le navire et qui ont créé leur parti, et parmi des gens qui n'étaient pas issus de l'islam politique, mais qui soutenaient Erdogan pour ses réformes et sa volonté de mettre de côté l'armée. Ça, on l'a vu des libéraux comme le professeur Ahmet İnsel, et qui finalement sont désormais clairement dans l'opposition et veulent le faire battre. En fait, il y a plusieurs Erdogan en 20 ans, et Erdogan a cette qualité de pouvoir à chaque fois s'adapter. Certains vont dire qu'il est pragmatique, d'autres vont dire qu'il est cynique. Et aujourd'hui, il est quelque part au pied du mur, puisque tous les opposants qu'il a toujours eu contre lui durant ces 20 ans n'ont fait qu'augmenter. Maintenant, ils sont tous contre lui avec un seul but qui est de le faire tomber. Et la polarisation est extrême. S'ils le font tomber, ça, ils le feront tomber uniquement parce qu'ils ne l'aiment pas, mais sans réelle proposition, parce que le retour au parlementarisme est très, très compliqué. Il va falloir qu'ils aient 400 députés et ça va être très, très difficile, voire impossible. 360 députés pour aller au référendum, ça paraît aussi impossible. Donc, on risque d'avoir ce paradoxe d'un Kılıçdaroğlu qui sera élu contre Erdogan, jugé un président autoritaire qui concentre tous les pouvoirs, mais qui, au final, s'il est élu, va peut-être devoir travailler avec la constitution d'Erdogan et travailler avec tout l'ensemble de ses pouvoirs pour pouvoir gouverner. Donc, on est face à un véritable paradoxe et la Turquie est le pays des paradoxes entre Europe et Moyen-Orient, Orient et Occident. Et là, on voit qu'une fois de plus, c'est le pays des paradoxes. Démocratie, des élections qui donnent beaucoup de fil à retordre aux commentateurs et en même temps plein de contradictions. On a beaucoup de mal à analyser. Alors, je reviens à Casablanca avec le professeur Nabil Adel pour lui demander justement, vous parliez tout à l'heure de ce que cette opposition devrait proposer. Quels sont les grands axes de changement proposés par cette alliance hétéroclite de l'opposition turque? Comme l'a rappelé le professeur, bien sûr, souvent quand vous avez un homme fort qui marque un pays pendant une certaine période, souvent le premier programme de ceux qui s'opposent à lui, c'est de l'enlever. Et donc, c'est faire tout ce qu'il a fait. Et donc, aujourd'hui, c'est aller vers davantage de démocratie. La mauvaise gestion économique, il faut le reconnaître, de Erdogan, qui a insisté à maintenir des taux d'intérêt bas, ce qui a fait envoler l'inflation à des niveaux qui dépassaient 60%, l'effondrement de la livre turque. Donc, c'est aujourd'hui, l'opposition viendra en quelque sorte corriger les erreurs de cette dernière partie du règne d'Erdogan. C'est vrai qu'il a mis le pays sur des bases solides, sur des bases industrielles. Il l'a fait intégrer dans le G20. Maintenant, la Turquie est un acteur incontournable dans les alliances internationales. Elle parle d'égal à égal à un pays comme la Russie. C'est une puissance régionale à laquelle il faut compter. Mais il va sans dire que, à côté de ce bilan, il y a aussi quelques ratés. De sa position dans le printemps arabe, sa position vis-à-vis du dossier de la Syrie, ses relations compliquées aussi bien avec la Russie. Je rappelle qu'il y a un ambassadeur russe qui a été tué presque en Irak. Il y a un avion de chasse russe qui a été abattu. Des relations tendues avec l'OTAN, des relations tendues avec beaucoup de pays européens, des relations tendues avec des pays comme l'Égypte, avec des pays comme les pays du Golfe, en Afrique du Nord. Donc, effectivement, il a construit une Turquie forte, mais parfois une Turquie agressive. Et donc, sur le plan externe, on va essayer de revenir à une diplomatie un peu plus calme. Du point de vue économique, c'est vrai que l'essentiel a été fait, les réponses structurelles de la Turquie ont été faites, et aujourd'hui la Turquie est un pays industriel qui fabrique aussi bien de l'électroménager que des avions de chasse que des drones, mais à court terme, au niveau conjoncturel, il y a des politiques économiques qu'il faut ajuster, notamment en matière d'indépendance de la Banque centrale sur la gestion de l'affaire monétaire, essayer de venir à bout de cette inflation qui ronge le pouvoir d'achat
des Turcs, Alors, et puis essayer on de va sortir d'un évoquer, point de vue on va purement évoquer institutionnel. tout à l'heure, on va évoquer ces aspects-là. Juste pas pour en terminer en tout cas, mais pour en savoir davantage sur cette opposition. Et là, je pose cette question Alors, au juste pour la professeur partie Eliatoui. politique, Alors, on va revenir à vous, Nabil Adel. Alors, professeur Eliatoui, aujourd'hui, quand on parle de Turquie, c'est une Turquie polarisée. On l'a dit et on ne cessera de le répéter. Est-ce que cette opposition revient pour balayer tous les acquis sur le plan, je veux dire, parce qu'on parle de la laïcité et de l'islamisation de la société, est-ce que c'est une opposition qui vient pour gommer tout ce que Erdogan a mis par rapport à l'islamisation de la société turque, ou est-ce que ces points-là sont aujourd'hui, on a atteint un point de non-retour où il n'y a plus question de revenir sur ces acquis sur le plan religieux, par exemple? Bon, vous savez, il y a une volonté claire de l'opposition de revenir sur la Constitution, mais comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ce sera très difficile d'un point de vue constitutionnel de faire passer ça s'ils n'ont pas un certain nombre de parlementaires. Le deuxième problème qui se pose, c'est la question de la politique étrangère. Beaucoup de gens pensent que si l'opposition arrive au pouvoir, ça serait une politique étrangère totalement différente. J'en suis pas persuadé. Sur le fond, beaucoup de choses resteront semblables. Sur la forme, ça risque d'être un peu moins brutal, on va dire, et provocateur que ce que fait Recep Tayyip Erdogan depuis un certain nombre d'années. C'est le style qui changera, mais pas le fond. En revanche, sur quand vous parlez de la société, vous savez, la force de l'AKP et spécialement d'Erdogan, c'est d'avoir imposé son agenda pendant 20 ans. C'est-à-dire que, en fait, Erdogan s'est toujours présenté comme le candidat et comme le président de ceux qui avaient été mis de côté pendant les, on va dire, 80 premières années de la République turque. Et ça lui a, ça a permis de fonctionner, de gagner des élections, d'être réélu en permanence. Et on voit aussi quelque chose d'intéressant, c'est que le CHP, qui est le parti kémaliste, le parti républicain du peuple, le parti historique du kémalisme, finalement a dit qu'il ne reviendra pas sur la question du voile dans la fonction publique ou dans les universités, explique que ça ne les dérange plus que l'islam ait une importance dans la rue et dans la vie publique, ce qui était impensable à l'époque que j'évoquais, où l'armée se permettait de, par exemple, interférer dans le processus électoral, mettre fin au gouvernement Erbakan en 97, ou les coups d'État de 1960 ou 80 qu'il y a eu en Turquie, les nombreuses interventions de l'armée. Donc on est face à une situation différente. Mais le problème fondamental pour l'opposition, c'est vraiment de mettre fin à Erdogan. Bien sûr, les questions des libertés individuelles pour une partie de l'opposition sont importantes, et notamment par exemple les droits LGBT. Et Erdogan a bien compris ça et il appuie là-dessus en disant « moi je vais faire une campagne qui va être nationaliste, la grandeur turque, et conservatrice, je vais être contre les LGBT, je vais être contre toutes ces questions-là », ce qui pose problème pour la majorité, puisqu'il essaie de fracturer les électeurs de cette minorité de l'opposition, où il essaie de les fracturer entre les conservateurs du Saadet Party, les conservateurs des partis de Babacan et Davutoglu, Parti du Futur et d'Eva, contre les progressistes qui peuvent exister, par exemple, au CHP. Donc il y a cette volonté d'appuyer là où ça fait mal chez Erdogan, et chez les opposants, clairement des contradictions qui vont être très difficiles à mettre, à gommer s'ils arrivent au pouvoir. Mais tout reste ouvert et tout reste possible. Et Erdogan aussi est face à des contradictions. En tout cas, c'est à surveiller. Alors, professeur Nabil Adel, on voit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, comment la Turquie est devenue aujourd'hui un acteur incontournable dans l'échiquier international en termes de diplomatie. Pensez-vous que l'opposition actuelle, parce qu'on a l'impression que la Turquie a toujours besoin d'un homme fort, pensez-vous que l'opposition actuelle pourra tenir tête face, par exemple, à l'Occident, au cas où les intérêts stratégiques et majeurs de la Turquie divergent avec ceux de ses partenaires occidentaux? Pensez-vous que le départ probable d'Erdogan ne livrera pas à la Turquie à ses partenaires occidentaux, par exemple, ou de l'autre côté, à la Russie? Alors, comme je disais tout à l'heure, pour l'opposition, le dernier point sur lequel elle essaiera de revenir, c'est justement ce qu'on qualifie d'autoritarisme d'Erdogan, et va essayer peut-être de mener un certain nombre de réformes pour
déconcentrer le pouvoir, même si je peux rejoindre le professeur Létivi, souvent ceux qui contestent un pouvoir ont tendance à l'utiliser quand il s'installe. On pense à l'exemple de Mitterrand, qui a toujours critiqué la Ve République de Gaulle, mais quand il est devenu président, il a utilisé tous les attributs de pouvoir pour lui permettre cette Ve République. Maintenant, pour répondre plus particulièrement à votre question, vous savez, Erdogan a eu un avantage considérable. Il est arrivé au pouvoir à l'âge de 48 ans, 40 ans. À la fin des quarantaines, donc il a fait 20 ans de règne. Et donc, après 20 ans, il est plus jeune que le candidat d'en face. Le candidat d'en face a un problème d'âge. Je pense qu'il a dépassé les 70 ans. Et donc, là, pour avoir cette fougue de jeunesse, cette capacité à faire face, ça va être un peu compliqué. D'autant plus que si Erdogan n'est pas réélu, c'est un changement. C'est pas un changement, c'est un séisme géopolitique majeur dans le Moyen-Orient parce qu'il va rebattre toutes les cartes des alliances, et de tout ce qui a été tissé par Erdogan pendant 20 ans. Il se peut qu'il y ait, alors on ne connaît pas un petit peu la politique étrangère, les grandes lignes de la politique étrangère de l'opposition, mais aujourd'hui, force est de constater que remplir l'espace qu'occupait Erdogan va être extrêmement difficile, surtout la personnalité du président Erdogan. Je pense que l'opposition sera plus dans une phase transitoire. La personne qui sera amenée à succéder à M. Erdogan est une personne qui est âgée, et donc il ne peut pas durer aussi longtemps dans le pouvoir pour marquer de son... signaler par rapport à l'âge des candidats, notamment d'Erdogan et de Kemal Kılıçdaroğlu. Alors, ce Kemal Kılıçdaroğlu est âgé de 74 ans. Erdogan en est à 69 ans. Juste pour donner ces informations par rapport à l'âge des candidats que vous évoquiez tout à l'heure. Je vous laisse continuer, Nabil Adel. Monsieur Erdogan a eu le temps d'imprimer de son empreinte, de marquer son empreinte la Turquie. Je ne pense pas que ce soit le cas de son opposant. Je pense que s'il fait un mandat, il sera trop faible pour faire un autre, surtout dans une Turquie jeune. On voit tous les problèmes que rencontre un président vieillissant comme M. Biden, surtout pour exercer des charges qui nécessitent beaucoup de tempérament et beaucoup de personnalité. Donc aujourd'hui, effectivement, l'arrivée de l'opposition à tête de la Turquie risque d'affaiblir son aura sur la scène internationale. Il faut pas oublier que la Turquie a été malmenée pendant de longues années. On n'a pas eu un homme aussi fort que Atatürk. Il a fallu attendre presque 80 ans pour avoir quelqu'un d'aussi fort qu'Erdogan. De ce qu'on peut voir à travers la personnalité de l'opposition, on risque d'être dans une politique étrangère d'apaisement, ce qui correspond à la première décennie du règne d'Erdogan, où il était vraiment dans la politique de zéro problème avec les voisins. C'est ce qui lui a permis d'accélérer le développement économique. Je pense que la Turquie va revenir à cette politique. On va essayer de calmer les tensions que Erdogan a créées avec beaucoup de pays. Je pense à la Russie, aux États-Unis, à l'OTAN, aux pays du Golfe, à l'Égypte, dans le dossier libyen, israélien, beaucoup de partenaires. Donc je pense qu'on va essayer de calmer la politique étrangère turque et puis revenir sur des réformes plus internes au niveau institutionnel et au niveau économique. Alors, professeur Eliatoui, on reste toujours sur la politique étrangère de la Turquie parce qu'il est incontestable que la Turquie est devenue un acteur incontournable de cette politique étrangère. Alors, s'il y a aujourd'hui des aménagements à faire, est-ce qu'on va avoir, au cas où Erdogan quitte le pouvoir, est-ce qu'on va avoir un Erdogan moins ou un Erdogan plus à la tête de la Turquie par rapport à ces orientations que devrait prendre le pays vis-à-vis de ses alliés occidentaux, comme je le disais, mais aussi pas mal de questions, parce qu'on sent que la Turquie est un pays entouré de problèmes sur tous les flancs pratiquement. Quelle devrait être la bonne formule, selon vous, pour la future politique étrangère de la Turquie? Si vous voulez, la politique étrangère turque, sur les 20 dernières années, c'est un peu comme la politique intérieure, il y a eu des séquences. On a eu une première séquence où il y a eu un tandem Erdogan-Gül,
Ensuite, on a eu un tandem Erdogan-Davutoglu. Et Gül comme Davutoglu sont passés à l'opposition. Et Davutoglu est vraiment celui qui a défini la politique de zéro problème avec les voisins. C'est un professeur de relations internationales qui a une grande connaissance, on va dire, de l'histoire des relations internationales et spécialement de la politique étrangère ottomane et turque. Donc, il a essayé de bâtir quelque chose de différent. Mais ce qu'on a appelé les printemps arabes ont, quelque part, réduit à néant cette vision-là. Donc, il a fallu passer à autre chose. Ajouter à cela la concentration des pouvoirs autour de Recep Tayyip Erdogan et le départ de Davutoglu de son poste de Premier ministre ont un peu changé la donne. Et on a vu un Erdogan beaucoup plus offensif, ses opposants vont dire beaucoup plus agressif, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie et en Irak, que ce soit Nagorno-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans ce conflit où il a soutenu le président Aliyev. Donc il y a un ensemble de choses où on a vu un Erdogan agressif, et plus particulièrement bien sûr la Grèce avec laquelle les relations ont toujours été complexes. Mais ce que l'on a vu aussi, c'est sur les 2 dernières années, avec une crise économique qui s'accentuait et un besoin d'attirer des investisseurs étrangers et de changer un peu son image, on a vu Recep Tayyip Erdogan petit à petit essayer de se rabibocher avec tout le monde, essayer de se rabibocher avec les monarchies du Golfe, puisqu'à part le Qatar, elles étaient toutes opposées à lui, essayer maintenant de se rabibocher avec l'Égypte, essayer de se rabibocher avec la Syrie, et quoi qu'il en soit, Erdogan ou Kılıçdaroğlu, la Turquie, du fait de ses problèmes économiques et du fait, quoi qu'il en soit, d'une forme d'instabilité politique qui risque d'y avoir ou de contestation, puisque je pense qu'aucun des deux camps n'envisage de perdre et les conséquences seront terribles pour ceux qui perdront les élections, on aura une Turquie qui va devoir quelque part rester au cœur du jeu, puisque la géographie et le poids économique qu'elle a pris ne sont pas discutables, sont plus discutables, mais un pays qui va devoir quelque part chercher à arrondir les angles avec tout le monde. De temps en temps, il y aura des envolées nationalistes, parce que ça fait partie du jeu et ça fait partie aussi de ce qui se passe maintenant en termes électoraux pour essayer d'attirer des voix et de faire oublier un peu les problèmes du quotidien. Mais il va y avoir une volonté d'arrondir un peu les angles, de démontrer que rien ne peut se faire sans la Turquie, mais dans la coopération, dans la discussion, dans la négociation. Et c'est ce qui est le cas le plus intéressant. C'est ce que Erdogan essaie de faire avec Bachar el-Assad. Ça se fait très lentement puisque l'opposition entre les deux a été quand même frontale ces 12 dernières années. Mais le candidat de l'opposition, Kılıçdaroğlu, lui est clair. S'il gagne, il va proposer un plan Assad, puisque l'objectif pour les deux candidats, quelles que soient leurs différences, c'est que les réfugiés syriens, qui sont pour la plupart des opposants, mais les réfugiés syriens, sur les 4 millions, qu'il y en a au moins 50% qui retournent en Syrie. Et vous pouvez bien vous douter qu'avec la situation en Syrie, la guerre, plus le tremblement de terre, plus les problèmes économiques et sociaux liés à la guerre et aux destructions, ils n'ont pas envie d'y aller. Donc ça, c'est une véritable problématique et ça oblige la Turquie à quelque part revoir un peu sa stratégie et à essayer de trouver des accommodements raisonnables avec les différents acteurs et les différents voisins régionaux. Alors, une zone où la Turquie s'est affirmée durant ces 20 années de pouvoir, c'est bien évidemment le continent africain. Aujourd'hui, Ankara fait partie des pays qui comptent le plus de représentation diplomatique sur le continent. Alors, Nabil Adel, pensez-vous que l'Afrique est suffisamment présente dans la stratégie, en tout cas étrangère, ou dans cette campagne tout court? Pensez-vous qu'on parle du continent africain et est-ce que cela représente un intérêt dans cette élection turque? Alors, juste par rapport à votre question, Erdogan a marqué la géopolitique mondiale et plus particulièrement au Moyen-Orient et au sud de l'Europe à partir de la deuxième moitié de son long règne, on va dire. De 2002 jusqu'au printemps arabe, c'était la politique de zéro problème avec les voisins, on se concentre sur nos affaires internes, on essaie d'avoir le moins de problèmes avec les autres. C'était la politique qui était portée par Davutoglu. À partir des printemps arabes, Erdogan a mal anticipé la tendance de ces printemps. Il a eu une lecture à court terme qui était juste, c'est que c'était des printemps d'abord qui vont faire porter au pouvoir les partis de l'islam politique. Il a en revanche surestimé la capacité de ces partis de l'islam politique à se maintenir au pouvoir. Et surtout, il a sous-estimé l'ancrage des régimes
qui étaient sur place. Donc, on a vu que l'islam politique n'a pas tenu une année en Égypte, et puis voilà, je pense, alors au Maroc, c'est un peu particulier parce que ils sont arrivés par les urnes, ils sont partis par les urnes, mais globalement, on est resté sur une tendance où sa lecture a été juste à court terme, mais extrêmement erronée à long terme. Donc, il a marqué effectivement, il a marqué la politique étrangère à partir de la deuxième partie de son monde. Maintenant, l'Afrique dans tout ça. Alors, en Afrique, il y a eu des dossiers où il est intervenu directement, notamment le dossier libyen, parce qu'il ne voulait pas commettre l'erreur qui a été la sienne de son point de vue en Égypte, où il était relativement distant par rapport à la destitution du président Morsi, et donc c'est quelque chose qui s'est retourné contre lui, où quelques années plus tard, on a essayé même de faire un coup d'État chez lui. Donc il a compris que sa défense commençait ailleurs qu'en Turquie. Quand il commence à se défendre en Turquie, c'est déjà trop tard. Donc l'Afrique est présente dans le dossier libyen, et puis dans beaucoup de tensions avec l'Égypte, notamment suite à son refus catégorique, dans un premier temps, de toute forme de relations, même à minima. Je parle au niveau politique. Il a même traité le président Sisi de tous les noms à certain moment. Maintenant, l'Afrique s'invite, qu'on le veuille ou pas, mécaniquement sur la table de discussion. Aujourd'hui, c'est le continent sur lequel se sont jetées toutes les convoitises, notamment la grande lutte entre la Chine et les États-Unis, mais à des échelles intermédiaires, nous avons tous les pays ou toutes les puissances moyennes ou grandes qui essaient d'avoir des relations avec l'Afrique. On a la Russie, on a la Chine, on a le Japon, on a la Turquie, on a l'Union européenne, sans oublier les puissances coloniales traditionnelles que sont la France et la Grande-Bretagne. On a vu les États-Unis, donc l'Afrique s'invite à la table de discussion. Maintenant, que cherchons de cette Afrique? Un pays qui est en voie d'industrialisation rapide ne peut pas se passer de l'Afrique pour ses richesses naturelles. Donc ça, c'est le premier point, surtout quand nous sommes dans une phase de montée en industrie, tel que c'est le cas de la Turquie, donc on a besoin des matières premières. Le deuxième point, et qui est important, c'est que l'Afrique passe par des changements structurels démographiques. Tous les pays africains, à l'exception de quelques 5 ou 6 pays, ont presque parachèvé la transition démographique. Donc nous pouvons commencer à parler de l'émergence d'une classe moyenne, de villes africaines qui commencent à concurrencer certaines villes asiatiques, et donc l'Afrique passe du statut de pourvoyeur de matières premières au statut de débouché, de marché qui devient intéressant. Je rappelle que l'Afrique, à l'horizon 2050, on parle de 2 milliards d'habitants, et dont une bonne partie en tout cas, est jeune et citadine. C'est des points importants, comme vous le dites. L'Afrique s'invitera, quel qu'en soit le cas, dans cette campagne et dans cette politique étrangère pour un pays qui donc est qualifié de puissance moyenne ou puissance régionale comme la Turquie. Alors, professeur Eliatoui, si on revient dans la sauce interne turque, on a reproché en tout cas à Erdogan sur le plan des droits de l'homme, depuis notamment le coup d'État de 2016. Dans la probabilité où son parti se retrouve dans l'opposition, pensez-vous que cette opposition hétéroclite sera capable demain au pouvoir de garantir une marche vers les droits de l'homme de la Turquie? Alors, ça, c'est une question qui est très intéressante, puisque ce qui est reproché, comme vous l'avez dit, au président Erdogan depuis 2016, c'est d'avoir arrêté beaucoup de gens, et parmi ces gens-là, des innocents suite à la tentative de coup d'État, et d'avoir mis, on va dire, tout le monde dans le même sac, pour utiliser une expression un peu triviale. Et le problème qui va se poser pour l'opposition, c'est que sans réforme constitutionnelle, l'ensemble des pouvoirs resteront dans les mains du président. Donc Kılıçdaroğlu, comme je le disais tout à l'heure, risque de se retrouver avec tous les pouvoirs d'Erdogan sans pouvoir réformer la Constitution. Ça sera intéressant à voir et à voir comment ils vont gérer ça, puisque le pouvoir judiciaire désormais dépend de la présidence de la République qui nomme les principaux juges, qui nomme le Conseil électoral suprême, etc. Donc ça, il ne pourra peut-être pas le modifier. Donc, ça sera une situation intéressante à suivre. L'autre élément qui sera intéressant à suivre, ça sera si jamais Erdogan est battu,
qu'est-ce qui va se passer pour lui et pour les principaux leaders de son parti, puisqu'il y a des accusations de la part de l'opposition régulièrement et surtout de la part de ses anciens amis, Davutoglu et Babachan, qui savent réellement ce qui s'est passé, qui l'accusent quelque part de corruption, de népotisme, etc. Et on l'a vu encore plus après le séisme, le terrible séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, où là on disait c'est parce qu'il y a eu des autorisations qui ont été données sans respecter les normes sismiques. Qu'est-ce qui va se passer si jamais Erdogan, son entourage, sa famille, ses amis politiques sont attaqués par la justice turque? Est-ce que cette justice sera vraiment indépendante? Alors on pourra renverser le truc, et là à ce moment-là, Erdogan pourra dire, vous voyez, la justice n'est pas indépendante. On pourrait se retrouver face à une situation qui ne sera pas si drôle que ça, mais assez cocasse. Et ça pose de vraies questions. Si on se base sur une vision, on va dire, un peu plus proche de ce que les Occidentaux reprochent à Erdogan depuis un certain nombre d'années, et notamment par rapport aux droits des minorités ou par rapport à certains types de libertés individuelles, on peut se dire que l'opposition risque d'aller dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut aussi toujours avoir en tête, c'est qu'on est tous focalisés, et à juste titre, parce qu'il y a une personnalisation du pouvoir sous Erdogan, sur l'élection présidentielle, mais il ne faut pas oublier les élections législatives. Et les élections législatives risquent d'être beaucoup plus serrées qu'on ne le pense. Donc on peut avoir, ce que je disais au départ, une situation avec l'opposition qui gagne la présidentielle mais qui perd les législatives, ou l'inverse. Et à ce moment-là, on sera dans un système qui sera ingouvernable. C'est un système monocaméral, il y a une seule chambre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir une dissolution au bout de 6 mois et de nouvelles élections? Est-ce que le président qui ne sera pas satisfait de la chambre va aussi remettre quelque part son mandat en jeu, parce que c'est aussi une interprétation qui existe de la Constitution. Il y a plein de choses qui sont avec des points d'interrogation, et je pense que d'ici dimanche, et en fonction du résultat, et second tour ou non, on risque de parler encore longtemps des élections turques et des conséquences en matière de droits de l'homme, en matière de séparation des pouvoirs, en matière de révision constitutionnelle. En tout cas, la Turquie est un pays où l'on vote massivement. Le taux de participation est habituellement extrêmement élevé. D'ailleurs, depuis plusieurs semaines, la communauté étrangère en Turquie, estimée à plusieurs millions, a donc commencé déjà à voter. Une communauté qui habituellement vote pour le président ou le parti d'Erdogan. Alors, Nabil Adel, l'autre question aujourd'hui qui se pose, et peut-être que l'on pose moins, c'est au cas où Erdogan se maintient au pouvoir, quel devrait être le cap à suivre pour lui? Alors, c'est le professeur Nabil Adel, vous oubliez à chaque fois de citer mon titre universitaire. Alors, pour M. Erdogan, alors s'il se maintient, ça va être un mandat assez catastrophique, il faut le dire. Se maintenir aussi longtemps au pouvoir, on n'a plus les réflexes, on n'a plus de nouveautés à proposer, on s'entoure toujours des mêmes et on a du mal à avoir de nouvelles idées. Et tous ceux qui sont passés par cette crise de pouvoir vous le diront, quand on dépasse plusieurs mandats, 20 ans, c'est beaucoup, surtout de la part de quelqu'un qui a concentré tous les pouvoirs. Et on a vu que les problèmes ont commencé à s'accumuler ces dernières années avec les problèmes de changement, les problèmes de connivence, un certain niveau de corruption au sein même de son parti. Donc, je pense que ça va être le mandat de trop. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup de choses à apporter. Une démocratie doit respirer et parfois même c'est bon pour le détenteur du pouvoir de marquer une pause. Sinon, quand on a des périodes de long règne, les partis en sortent extrêmement fragilisés et mettent beaucoup de temps à se reconstituer parce que ce qui se passe, un homme aussi puissant qu'Erdogan n'a pas permis l'émergence au sein de son parti d'une nouvelle génération. Donc, ils sont des gens qui s'arrangent pour garder le pouvoir le plus longtemps possible. Et donc, l'AKP aujourd'hui n'a pas, on ne voit pas une nouvelle génération qui peut succéder. Et donc, il sera très difficile pour le parti de survivre à Erdogan. Et donc, ça, c'est un point qui risque de lui nuire. Maintenant, d'un point de vue style, je ne pense pas qu'il y ait un changement, peut-être un peu de fatigue avec l'âge, ce qui est normal, moins d'envie d'aller à la confrontation qu'auparavant. Et donc, on essaie d'apaiser avec ce qu'a rappelé le professeur Yati tout à l'heure. Maintenant,
la, la Turquie essaye de calmer le jeu avec beaucoup de pays avec lesquels elle était en tension, notamment l'Égypte, notamment le pays du Golfe et un certain nombre de partenaires. Donc je pense que ça va être le mandat pour moi, ça va être le mandat de trop. Une démocratie doit respirer. Et 20 ans de pouvoir, c'est beaucoup. 20 ans de pouvoir, quand même plus. 21 ans de pouvoir, c'est beaucoup. Alors que maintenant, on lui ajoute un autre mandat, donc on va passer vers les 25 ans, 26 ans de pouvoir. C'est beaucoup, surtout de la part de quelqu'un qui a présidé, qui a gouverné, qui a été maire du Grand Capitole, qui a fait toutes les strates de pouvoir, qui a affronté beaucoup de défis. Alors, on parle du coup d'État de 2017 ou 2016, mais on oublie que Erdogan a essuyé beaucoup de coups d'État qui ont été avortés. Peut-être le plus médiatisé, c'est celui qui est passé en direct devant le chef du monde entier, mais entre 2002 et 2016, à plusieurs reprises, on a fait avorter des coups d'État. Donc, le pouvoir est là, il use, et je pense que ça sera le mandat de tout. Alors, un acteur qu'on a évoqué assez rapidement, mais quand même qui mérite d'être mis en relief, c'est l'armée. Le règne de Erdogan a été marqué par, en tout cas, sa capacité à résister à cette armée, sa capacité à maintenir cette armée malgré le coup d'État ou la tentative de coup d'État de 2016. Il semble avoir pris le dessus carrément sur l'armée. Alors, professeur Eliatoui, dans ces élections et après ces élections, qu'est-ce qu'il faudrait attendre de l'armée? L'armée en Turquie, comme vous le savez très bien, depuis sa fondation, en fait, depuis la fondation de la République turque en 1923, joue un rôle clé. Et après la mort d'Atatürk, l'armée turque s'est donné un rôle vraiment de protecteur et de protecteur de la Constitution et des valeurs républicaines comme la laïcité principalement. Et Erdogan a dû l'affronter. Il l'a affronté quand il était un jeune opposant, il l'a affronté quand il était un jeune Premier ministre, il y a 20 ans. Il y a eu les affaires Ergenekon, Baylos, toutes ces affaires médiatiques qui ont fait sa réputation et qui ont permis de dompter un petit peu l'armée. Puis ensuite, il y a eu la fameuse tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, où là, vraiment, Erdogan a compris qu'en fait, il fallait non pas seulement il dompte l'armée, mais qu'il prenne le dessus sur elle. Et le fait d'avoir mis en prison un très grand nombre d'officiers lui a permis de vraiment la remettre à sa botte. Et finalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit que l'ensemble des officiers qui ont été nommés sur les 7 dernières années, quasiment, sont tous des officiers qui ont été nommés non pas uniquement pour leurs compétences militaires et pour leurs états d'armes, on va dire, mais principalement pour leur fidélité au président Erdogan. Et ça, c'est un avantage pour lui si l'élection tourne mal, mais c'est aussi un problème pour les institutions turques. Et l'une des critiques qui est faite par l'opposition et par beaucoup de gens qui connaissent très bien l'armée turque, c'est que finalement, on voit un très grand nombre de personnes désormais intégrer l'armée turque et occuper des rangs importants après avoir étudié dans les imamaties, ce qu'on appelle les lycées religieux, que Erdogan et l'AKP dont ils ont fait la promotion durant les 20 dernières années. Donc, à l'avenir, ce qui va se poser aussi, c'est quel type d'armée la Turquie souhaite, puisqu'elle est passée d'une armée, on va dire, qui garantissait les valeurs républicaines à une armée de projection en Libye, en Syrie, en Irak, entre autres. Et ça, c'est un véritable changement et de rôle constitutionnel et de poids dans la société et aussi finalement de doctrine militaire, tout simplement. Donc, si Erdogan reste au pouvoir, je pense qu'on va continuer sur cette lignée-là. Si l'opposition gagne, ça va être intéressant de voir quelle doctrine militaire l'opposition propose, puisque dans le programme de politique étrangère, c'est pas la chose dont ils ont le plus parlé. Ils ont parlé beaucoup des relations avec l'Union européenne, des relations avec le Moyen-Orient et les pays arabes ou l'Iran, mais la doctrine militaire reste quelque chose qui leur pose problème, puisqu'ils ont des visions très différentes entre les kémalistes du CHP, les gens qui étaient auparavant avec Erdogan,
ou même, par exemple, le Bon Parti, le II Parti de la nationaliste Meral Akşener. Donc il y a des visions très différentes et ça va être aussi très intéressant à suivre et pas facile à cerner. Alors, il nous reste à peine 2 minutes. La dernière question, je vais la poser à Nabil Adel. Une question concernant cette capacité à fumer le calumet de la paix en Turquie après le coup d'État, après Gülen, après cette polarisation. Assez rapidement, comment sera-t-il possible de réunir toute la famille turque et peut-être de tourner la page de ces années de division? Écoutez, encore une fois, il faut faire confiance à la société turque. Souvent, les polarisations sont des polarisations qui sont liées à des périodes électorales. Après, chacun use d'un langage relativement dur pour mobiliser son camp. Mais si le futur président élu arrive à unir la nation autour d'un programme où on n'exclut aucune partie au jeu politique, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Et la polarisation n'est pas quelque chose de consubstantiel aux sociétés. C'est souvent une période de tension, chacun mobilise son camp, mais le président élu, et une fois sur place, il va essayer de faire un discours fédérateur, et je pense que c'est ce qui va unir la société. À suivre donc pendant ces élections de dimanche. Merci à vous, Nabil Adel. Je rappelle que vous êtes le directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESK, École de Management à Casablanca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Mohamed Badin El Yatoui, qui est professeur de relations internationales et directeur du master en diplomatie à l'Université américaine de Dubaï. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur. Merci pour votre invitation et merci pour vos questions. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver Questions d'actu sur notre site www.medianews.com. Bonne suite de programmes sur Média TV et au plaisir de vous retrouver prochainement pour Questions d'actu.